commence la deuxième partie. Petit b, nature du courant dans les solutions électrolytiques. Une solution électrolytique, c'est un liquide qui laisse passer le courant électrique. C'est pourquoi on l'appelle un conducteur. Et il est essentiellement constitué des ions. Dans un électrolyte, vous voyez sur le schéma un électrolyte. Il est composé de deux électrodes émergées dans une solution électrolytique liée avec un générateur. Donc, la circulation du courant électrique est expliquée par un double déplacement des ions. Regardez le schéma, nous avons des cations en rouge. Ils vont se déplacer vers l'électrode qui est liée à la borne négative du générateur. Et les anions, ils vont se déplacer vers l'électrode qui est liée à la borne positive du générateur. Donc, conclusion, le courant électrique dans une solution aqueuse est dû à la migration d'ions. Ces ions sont les porteurs de charge électrique dans une solution. En général, le courant électrique est un mouvement de porteurs de charge. Dans les métaux, les porteurs mobiles sont les électrons, comme nous avons vu. Et dans les solutions électrolytiques, les porteurs sont les ions. Sixièmement, l'intensité du courant électrique. Par définition, l'intensité du courant électrique à travers un conducteur est la quantité d'électricité qui traverse chaque section, c'est-à-dire chaque surface, de ce conducteur pendant l'unité de temps. Ici, N est le nombre d'électrons qui traversent une section S. Regardez le schéma, vous avez deux sections parce que le conducteur métallique, c'est un fil de cuivre, de fer, par exemple. Donc, il a deux sections, deux surfaces latérales. La première section, S, et la deuxième section, c'est S'. S, c'est l'entrée des électrons, c'est l'entrée de déplacement des électrons libres dans un conducteur métallique. Et S', c'est la sortie des électrons libres. Alors, si N est le nombre d'électrons qui traversent une section S d'un conducteur métallique pendant une durée delta T, T2 moins T1, alors la charge électrique associée à ce déplacement de porteur de charge est. Vous vous rappelez bien de cette relation. Nous avons déjà parlé de la charge électrique. Grand Q est égal, petit q est égal à moins N fois E. Pourquoi le signe moins? Parce qu'il y a un déplacement des porteurs de charge et ces porteurs de charge, ce sont les électrons libres. Donc moins N fois E. Et la quantité d'électricité positive est Q est égal à la valeur absolue de petit q est égal à N fois E. Faites attention maintenant. L'intensité, notée I, grand I, du courant électrique continu et la quantité d'électricité Q qui traverse une section de conducteur par unité de temps. Tel que I est égal à grand Q divisé par delta T est égal à Q divisé par T2 moins T1. Sachant que grand Q, c'est la quantité d'électricité qui traverse une section S d'un conducteur pendant une durée delta T en colombe. Delta T est égal à T2 moins T1, c'est la durée en secondes. Et grand I, c'est l'intensité du courant électrique en ampères. Donc petit a, multiple et sous-multiple d'ampères. Nous avons comme multiple de d'ampères le kiloampère. Un kiloampère est égal à 10 à la puissance 3 ampères. Et les sous-multiples, nous avons 1 milliampère est égal à 10 à la puissance moins 3 ampères. Un microampère est égal à 10 à la puissance moins 6 ampères. Un nanoampère est égal à 10 à la puissance moins 9 ampères. B, courant électrique continu. Donc, nous avons déjà parlé de courant électrique, c'est le passage des électrons libres dans le cas d'un conducteur métallique.
et c'est le double déplacement des ions dans le cas des solutions électrolytiques. Prenons l'exemple d'un conducteur métallique. Regardez le schéma. Vous avez un conducteur métallique, vous avez deux sections. La section S, c'est la section d'entrée des électrons libres. Ils vont se déplacer vers la section S', c'est la section la section sortie des électrons libres. Alors, maintenant, on va parler de mots continus. Alors, si le nombre de charges qui traversent la section S, c'est-à-dire le nombre des électrons libres, est le même que celle qui traverse la section S', c'est-à-dire le même nombre qui entre dans la section S, est égal au nombre des électrons sortant de la section S'. On dit que le courant électrique est continu. Et on dit un courant électrique continu s'il conserve le même sens et la même intensité au cours du temps. Voilà, c'est terminé pour ces paragraphes. On va commencer une nouvelle paragraphe. Grand 3, mesure de l'intensité du courant. L'intensité du courant électrique est mesurée à l'aide d'un ampère-mètre. Et on distingue deux types d'ampère-mètres. Voici les deux types, les ampères-mètres à affichage numérique et les ampères-mètres à aiguille. Nous, on va s'intéresser aux ampères-mètres à aiguille. Alors, petit 1, branchement d'un ampère-mètre. Premièrement, pour mesurer l'intensité du courant qui traverse un dipôle, D, et je vous rappelle qu'un dipôle, c'est une lampe par exemple, c'est un générateur, d'accord? Placé dans un circuit électrique, on ouvre immédiatement avant ou après le dipôle, c'est-à-dire avant la lampe ou après la lampe, et on intercale l'ampère-mètre. Deuxièmement, l'ampère-mètre et le dipôle doivent être en série, c'est-à-dire il faut mettre la lampe et l'ampère-mètre en série sur la même ligne, c'est-à-dire le même fil électrique. Troisièmement, le courant doit entrer par la borne plus de l'ampère-mètre. Deuxièmement, calibre d'un ampère-mètre. Le calibre d'un ampère-mètre est l'intensité maximale du courant traversant l'appareil lorsque l'aiguille se place à la dernière division de la gradation. Et plus précisément, le calibre est l'intensité maximale mesurable. Le calibre est l'intensité maximale mesurable lorsque l'ampère-mètre est réglé sur ce calibre. 3. Choix du calibre. Pour éviter de détériorer l'ampère-mètre, il faut choisir le meilleur calibre possible en procédant de la manière suivante. Premièrement, on commence par utiliser le calibre le plus grand existant sur l'ampère-mètre. Et chaque ampère-mètre, il dispose plusieurs calibres. Donc nous, on va commencer par utiliser le calibre le plus grand pour éviter de détériorer l'ampère-mètre. Deuxièmement, on choisit le calibre sur lequel l'aiguille s'arrête le plus loin possible vers la droite du cadran. On va voir ça dans une application par la suite. Quatrièmement, incertitude absolue. L'incertitude absolue est définie par la relation delta I est égal à la classe fois le calibre divisé par 100. Alors le calibre, nous avons déjà parlé du calibre, c'est l'intensité maximale mesurable lorsque l'ampère-mètre est réglé sur ce calibre. La classe, c'est la classe de précision de l'ampère-mètre est inscrite par le constructeur sur le cadran. On va le trouver sur l'ampère-mètre. Il est écrit. Donc il faut choisir le calibre, seulement il faut choisir le calibre, multiplier fois la classe qui
inscrite par le constructeur sur le cadran, c'est-à-dire sur l'ampèremètre, est divisée par. Cinquièmement, incertitude relative. L'incertitude relative est définie par la relation delta I divisé par I. Elle est exprimée en pourcentage. Le résultat se présente sous la forme I est égal à I mesuré plus ou moins delta I. Sixièmement, utilisation d'un ampèremètre à aiguille. Pour déterminer la valeur de l'intensité du courant mesuré, on utilise la relation I, qui représente l'intensité, bien sûr, du courant électrique, est égal à C, qui représente le calibre choisi, fois T minuscule. T minuscule représente le nombre de divisions indiqué par l'aiguille, divisé par grand T, le nombre de divisions du cadran. Je vais vous donner une application. Voici une application. Donc, la question, c'est déterminer l'intensité du courant mesuré sur le schéma suivant et présenter le résultat sous forme de I est égal à I mesuré plus ou moins delta I. Nous avons parlé de delta I, c'est l'incertitude absolue. Alors, regardez le schéma. Le schéma, il représente un cadran d'un ampèremètre à aiguille. Vous avez à droite le calibre. Nous avons 1, 2, 3, 4 calibres. Et puis, regardez en haut à gauche, vous avez 1,5, c'est la classe. Et au milieu, vous avez le cadran qui est divisé de 0, 10, 20, 30, 40, 50, c'est-à-dire le nombre de divisions du cadran est 50. Et regardez l'aiguille, elle est sur 40, c'est-à-dire le nombre de divisions indiqué par l'aiguille est 40. Vous pouvez faire l'application facilement. Grand 4, propriétés du courant électrique. Premièrement, loi d'unicité du courant dans les circuits en série. Regardez le schéma, nous avons un circuit en série, il est constitué d'un générateur et de 3 ampèremètres A1, A2, A3, L1, L2 et d'un interrupteur K. Donc, le courant électrique qui fait départ du générateur, il va traverser l'ampèremètre A1 et L1 et A3 et L2 et A2. Il va pas changer la valeur. On dit que I1 est égal à I2 est égal à I3. Conclusion, l'intensité du courant est la même en tous les points d'un circuit en série. Deuxièmement, loi des nœuds, circuit en parallèle. Regardez le circuit, il est constitué d'un générateur, d'un ampèremètre, d'un interrupteur et des fils de connexion de 2 lampes L1, L2 et 2 autres ampèremètres A1, A2. Donc, le courant électrique qui fait départ du générateur, il va traverser l'ampèremètre et puis l'interrupteur K. En arrivant au point A, le point A, c'est un nœud. Il ne va pas garder la même valeur d'intensité, bien sûr. Nous aurons une intensité de courant électrique qui va traverser L1, I1, et une autre intensité de courant électrique qui va traverser L2, I2. En arrivant au nœud B, donc I1 plus I2, ils vont se revenir vers le générateur I. Donc on constate que I est égal à I1 plus I2. Conclusion, la somme des intensités des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des intensités des courants partant de ce nœud. Et voilà, c'est terminé pour cette leçon d'électricité. Je vous souhaite un bon courage à tous et à toutes.